Merci beaucoup, Marie. Merci, je m'excuse, une fois de plus, nous partageons un microphone dans une salle. Petit merci à, Marie et Blessing qui nous ont parlé, des conversations de 10 différentes réunions en seulement quelques minutes, mais je pense que votre présentation nous a donné une idée des thèmes clés et des sujets clés, hem en amont de la discussion, en mode panel. Donc nous allons maintenant entendre les voix des, collègues qui étaient impliqués dans les discussions au niveau du terrain. Premier panel va donc être modéré par Sue Hodgson. Sue, je sais que vous êtes ici à nos côtés aujourd'hui en ligne. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter car vous êtes très connue, mais je vais tout de même le faire. Sue a commencé, sa carrière au sein de l'armée britannique, hem Heu et elle a 22 ans après 22 ans de service, elle a décidé, de se lancer dans le monde humanitaire et depuis 2017, elle travaille au sein de Save the Children et elle est à la tête de, hem, de la chaîne d'approvisionnement humanitaire mondiale. Vous la connaissez peut-être car elle participe au groupe de conseil stratégique du, Global Logistics Cluster et donc, Sue, participe au sein de ce groupe de conseil stratégique et c'est son 4e mandat. Sue, à vous la parole. Merci beaucoup, merci. J'ai l'impression que ça fait, des années et des années que je participe au, travail du groupe de conseil stratégique. Merci à tous, bonjour. Bonjour aux personnes qui nous suivent en ligne. Je tiens également à saluer les personnes qui écouteront cet enregistrement plus tard. Lors de nos discussions, donc, nous allons nous intéresser au Kenya, au Soudan du Sud et à l'Éthiopie. Comme nous le savons, ces domaines sont des hubs régionaux et il y a également des bureaux régionaux. Ce sont des régions avec des besoins humanitaires et nous allons nous intéresser donc aux conflits, aux déplacements et aux catastrophes naturelles. J'ai l'honneur donc de vous présenter Francis Kekere euh, Francis Kekere, qui est un professionnel qui travaille dans le domaine de la gestion des chaînes, d'approvisionnement et la logistique et dans le secteur humanitaire, là, il s'est retrouvé en Namibie. Il a travaillé en Namibie, en Arménie, en Eswatini, en Éthiopie, en Irak, au Myanmar, au Soudan du Sud et en Gambie. Francis est actuellement coordinateur adjoint du cluster logistique en Éthiopie. Deuxième panéliste, Pony Rose Bussy. Heu, c'est une, Spony travaille depuis 13 ans dans l'approvisionnement et dans la gestion des, chaînes d'approvisionnement au sein du secteur humanitaire. Elle, a travaillé au sein de différentes organisations internationales et cela inclut Save the Children, la Bourse du Samaritain, Serenity, heu, Tearfund également. Hem Au sein de cette organisation, elle avait un rôle de, conseil, stratégique au niveau national et global. Elle est également un membre de Chartered Institute of Procurement and Supply, MCIPS, et elle est présidente de l'Association pour le changement Cheveners et cofondatrice de l'association Femmes dans la logistique. Notre dernier panéliste, Nathalie Emery. Nathalie travaille dans le secteur depuis déjà de nombreuses années, 16 ans. Elle a travaillé au sein du le cluster logistique en Soudan du Sud et elle est maintenant outreach officer et elle est basée à Rome. Bonjour à tous nos panélistes, bienvenue. Nous vous voyons, nous voyons vos visages souriants à l'écran. Pour commencer donc, nous avons organisé des réunions au Soudan du Sud et en Éthiopie. Il y a eu 22 participants en Éthiopie et 28 participants au Kenya. Et j'ai quelques questions pour donc débuter cette conversation. Première question, une question sur le financement et l'accès humanitaire, qui euh, sont des priorités. En effet, ces deux priorités ont été évoquées lors de nos discussions.
à tous les niveaux. Je vais donc, poser une question à Nathalie pour le Kenya. Au Kenya, vous êtes intéressée à l'utilisation du plaidoyer pour répondre à ces 2 défis et notamment les douanes et l'importation. Pourriez-vous nous donner des exemples, solutions évoquées par les partenaires en termes de plaidoyer pour répondre à ces défis? Pourriez-vous également nous partager les résultats de vos discussions? Merci beaucoup, très intéressant, une question assez compliquée. C'est un plaisir, d'être ici. Au Kenya, l'ICRC nous, a, accueillis pour, nos discussions. 22 participants ont participé. La discussion sur le financement, bien évidemment, était difficile comme cela a déjà été dit. Le financement a été réduit récemment. Il y a eu des réductions à grande échelle et cela a eu un effet sur le secteur humanitaire. Lors de notre réunion, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il est essentiel d'avoir un meilleur plaidoyer pour plus de financement, mais qu'il faut le faire en, pour des programmes basés sur les résultats. Il faut se concentrer sur l'interopérabilité. Il faut plaidoyer pour des travaux qui soulignent l'efficacité des programmes conjoints et des approches communes. Nos messages de plaidoyer, pour plus de, ressources, devraient refléter, une collaboration accrue entre les différentes organisations et devraient également, refléter, des bonnes pratiques. Heu, Nous avons également parlé de l'accès humanitaire, c'est essentiel. Il faut plaider pour plus d'accès humanitaire et ce de manière conjointe. Nous sommes intéressés à la protection des travailleurs humanitaires, mais également, l'accès, le déplacement et le mouvement des humanitaires. Nous avons parlé des douanes, des processus et du partage d'informations à ce niveau-là. En effet, le partage d'informations pour éviter tout goulet d'étranglement. Cette information doit être donnée en amont et ce, avant les urgences. Nous sommes intéressés à différentes manières de relayer ces messages. Nous avons tenté donc de, nous sommes intéressés au, nous sommes intéressés aux, différents messages qui sont essentiels. Nous devons tirer profit, des, médias, des différentes plateformes sur internet également. Point intéressant dans la discussion, les nous avons évoqué les réunions à haut niveau, les tables rondes par exemple dans la région. Il faut réunir les bons partenaires, par exemple, les, bureaux de gestion des urgences ou les autorités douanières ou les partenaires critiques pour parler des étapes à venir. C'était, hem, voici donc le cœur de nos discussions. Merci, je vous rends la parole dessus. Pony, je vais me tourner vers vous maintenant. Les discussions au sein du Sud se sont, penchées sur ces mêmes, sujets, donc le financement et l'accès. Pourriez-vous nous donner des exemples du fruit de vos, discussions? Heu, Pony, à vous la parole. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir de participer à cette réunion. En effet, lors de nos discussions, nous avons beaucoup échangé. Nous avons parlé du financement et de l'accès. C'était les 2 priorités qui ont été soulignées au Soudan du Sud. En effet, nous avons des difficultés au niveau du financement au Soudan du Sud et alors que les besoins humanitaires continuent, de, s'accroître et pour autant le financement a été réduit de moitié, hem, ces, 2 dernières années. Si l'on s'intéresse au coût de logistique et de soutien, eh bien ce coût est très faible, malgré le fait que le Soudan du Sud soit classé comme l'un des pays les plus, difficiles, heu, en matière d'opération, là où il est le plus difficile d'opérer. Au pays, donc il y a un conflit qui fait rage, il y a également difficultés au niveau d'accès à certaines routes, des inondations, tout ça ne fait qu'augmenter le coût, des programmes de livraison des besoins. En tant que communauté de la logistique au Soudan du Sud, nous avons tenté de
De former un groupe de travail. En effet, nous avons échangé à propos de la formation d'un groupe de travail qui permettrait de rentrer dans les détails et de parler donc de ce manque de financement et de concevoir des messages que l'on peut relayer, utiliser pour notre plaidoyer auprès des communautés de donateurs ou bailleurs au Soudan du Sud, mais également à échelle mondiale. Le but est d'accroître le financement pour les besoins humanitaires au Soudan du Sud. En effet, les besoins humanitaires ne font qu'augmenter. On peut citer un exemple. Le Soudan du Sud accueille maintenant des réfugiés du Soudan et donc cela ne fait qu'accroître les défis auxquels doit faire face le Soudan. Il faut travailler ensemble pour avoir une approche commune et faire en sorte que les donateurs soient bien informés avec des données très claires qui leur permettent de prendre des décisions éclairées. Le soutien, financier au Soudan du Sud doit être un soutien, hem, constant sur le long terme. Première étape donc, en tant que communauté de cluster logistique du Soudan du Sud, première étape, nous allons inviter les donateurs à venir s'exprimer et parler à la communauté du cluster logistique. Le but, ce n'est pas de 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 débuter le plaidoyer dès maintenant, mais de faire en sorte que ce donateur, USAID, s'exprime devant la communauté du cluster logistique pour nous donner une bonne compréhension du paysage financier, de l'approche des bailleurs et nous parler également des coûts, opérationnels de logistique, la manière dont cela peut être intégré dans des propositions projets. En effet, nous avons des financements limités. Et donc, nous considérons qu'il est essentiel que que les donateurs sachent que les partenaires souhaiteraient financer le transport routier ou transport fluvial, plutôt que de dépendre uniquement du cluster logistique. Car en effet, les donateurs ne sont peut-être pas capables de soutenir tous nos besoins en logistique. L'accès maintenant, c'était un autre défi essentiel. La, la saisie d'actifs est un des défis. Cela fait qu'il est plus difficile de redéployer, ces vivres actifs dans un autre, lieu. Il est également difficile d'obtenir certains documents de douane. C'est un des défis qui a un effet direct sur la livraison des vivres aux personnes dans le besoin et cela augmente le coût également de la livraison. Nous avons défini des actions pour Hem, pour avoir un meilleur plaidoyer. La communauté s'est mis d'accord sur, le fait d'avoir une ventilation de ces défis. Le groupe de travail va donc, par exemple, définir, hem, des procédures, hem, définir des procédures d'autorisation. Et les, travaux du groupe de travail seront partagés avec la communauté de, logistique, au Soudan du Sud. Ainsi, donc, il y aura donc une marche à suivre pour obtenir des autorisations de douane. Nous avons également échangé avec OCHA, OCHA qui soutient les initiatives du cluster logistique et qui plaide pour des efforts unis afin de répondre aux défis en matière d'accès au Soudan du Sud. Et donc pour conclure, il faut un plaidoyer plus robuste, de la part de la communauté, cluster logistique. C'est essentiel afin d'échanger avec, les gouvernements, les partenaires et pour faire en sorte que l'accès humanitaire au Soudan du Sud, soit amélioré. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci Pony, merci, c'était
très intéressant. Merci d'avoir évoqué donc ces exemples sur l'engagement des donateurs. Je vais maintenant ce sont des questions très rapides, mais je vais maintenant me tourner vers l'Éthiopie. Pourriez-vous nous parler donc des conversations qui ont eu lieu en Éthiopie en matière de plaidoyer et d'accès et de financement? Merci. 36. Merci beaucoup, merci Sue. Merci aux oratrices précédentes donc qui, hem, pour leur, contribution. Notre, conversation en Éthiopie a impliqué différents partenaires tels que cela a été dit par Nathalie et Pony. Le financement est, l'une de nos, difficultés premières et ce sentiment est partagé par, les différents partenaires. Il y a un manque de, financement en Éthiopie. Et donc le financement est très limité. La plupart des partenaires sont d'accord sur le fait que nous allons continuer à dépendre de nos partenariats traditionnels, mais nous allons également devoir faire des efforts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, des vivres alimentaires ou non. Donc il y a une disparité entre les vivres alimentaires et les vivres non alimentaires. Pour ceux qui suivent la situation en Éthiopie, heu, il y a eu une pause des, livraisons alimentaires. Nous aimerions, car en effet, le, car il y avait un manque de financement, pour les partenaires, heu, qui livraient des vivres alimentaires et nous aimerions donc qu'il y ait une meilleure distribution du financement entre tous les, acteurs, que ce soit ceux qui distribuent des vivres alimentaires ou les vivres non alimentaires. Autre point important, le secteur privé, le fait d'échanger avec le secteur privé. Je vais vous donner quelques statistiques. Entre mai et août de cette année, les opérations du PAM ont bénéficié de 122 000 donateurs. Donc, si le PAM a 300 camions en Éthiopie, il y a un fournisseur qui va réutiliser ces camions pour donc revendre les pneus, revendre la carrosserie pour obtenir de l'argent. Alors ce n'est pas c'est pas très conventionnel ni très traditionnel comme approche, mais c'est une manière de gagner de l'argent et nous sommes également intéressés à la levée de fonds pour éviter de dépendre des, ressources de financement traditionnelles. Donc nous avons évoqué différentes idées de financement alors dans la discussion et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de mettre sur pied un groupe de travail pour continuer nos discussions et inclure plus de méthodes d'obtention de fonds qui ne soient pas traditionnelles, des méthodes non conventionnelles. Hem, pour tous les partenaires qui opèrent en Éthiopie. Il a été noté que la crise en Éthiopie, ou les crises au pluriel, ne, hem, ne sont pas assez relayées dans les médias. En effet, il y a d'autres événements, que ce soit l'Ukraine ou la crise à Gaza. Et donc il faut crier plus fort. Il faut être plus intelligent, quant à la manière de la présentation de nos besoins et cela a été souligné lors des discussions. En ce qui concerne l'accès maintenant, l'accès c'est un défi, clé. Nous avons eu quelques accidents avec des camions et il est de plus en plus difficile de travailler dans certaines zones du pays. Fort heureusement, le cluster logistique en Éthiopie a un partenariat avec la flotte du PAM et donc nous avons pu soutenir nos partenaires qui souhaitent entrer dans ces zones-là. Mais il n'y a pas de transport, traditionnel pour, heu, pour ces zones-là. Nous voulons donc remercier le PAM et la flotte du PAM qui nous a beaucoup soutenus. Nous allons continuer à échanger et travailler aux côtés de tous les acteurs. La situation au Tigré et dans la région Amhara est complètement différente. Nous avons des protocoles différents en matière d'accès et donc nous considérons que l'accès, que la,
la meilleure manière d'avoir accès à ces zones-là, c'est d'utiliser la flotte, du PAM. Dans certains cas, heu, les, autorités, sur place ou les acteurs sur place, demandent des sommes d'argent pas possibles pour rentrer dans ces zones-là. Donc l'accès est très difficile. Merci beaucoup Francis. Merci. J'ai l'impression que vous avez, tous, évoqué des priorités qui sont assez similaires. Au sein du Kenya, il y a un hub pays. Nous avons noté donc, que vous avez des questions et des défis, similaires en matière de financement et d'accès dans ces 3 pays. Tout à l'heure, nous avons parlé de la préparation et donc je vais, tout premièrement poser une question au Kenya et à l'Éthiopie. Heu, J'aimerais donc, avoir une perspective régionale et une perspective, hem, pays. Lors de la réunion au Kenya, il a été question du renforcement des chaînes d'approvisionnement, régionales. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la préparation est essentielle pour la région? Et quelles sont les actions ou les résultats qui, ont émané de vos, discussions sur la préparation? Vous pourriez également nous parler de l'accès au niveau régional. Merci beaucoup, Sue. Lors de nos discussions, nous avons parlé de l'état de préparation au niveau régional. En effet, c'est essentiel, tout simplement parce que cela nous permet de répondre plus rapidement, d'éviter les doublons dans nos efforts et cela permet d'améliorer la capacité des acteurs nationaux à répondre rapidement. Si l'on heu, suit une méthode de préparation que nous avons déjà utilisée dans notre, région. Donc nous avons différents défis, il y a différents environnements, réglementaires dans différents pays, différentes procédures, protocoles. Il y a un manque de financement, cela a déjà été dit. Les collègues l'ont dit également dans le chat, il y a un manque de financement pour la préparation. Nous avons également un autre besoin qui est celui d'un meilleur échange d'informations entre les acteurs humanitaires et ce de manière transfrontalière, pas seulement au sein d'un même pays. Donc ce sont certains des défis que nous devons surmonter. Autre défi qui a été cité, les collègues nous ont dit, nous sommes différentes organisations, nous avons différentes procédures, différentes réglementations, et donc nous sommes tout de même dit que cela pourrait être un atout. Chaque organisation a ses propres forces. Et nous devons tirer profit de ces forces. Nous l'avons, dit lors de notre discussion. Certaines organisations disent: «Nous faisons, les choses comme ça» et l'autre organisation nous dit: «Nous faisons les choses comme ça». Donc nous avons échangé des informations et nous nous sommes rendus compte que nous serions en mesure de nous aider les uns les autres, pourrions partager des ressources, partager des informations pour améliorer notre état de préparation. Nous sommes donc d'accord sur le fait que la préparation est essentielle et nécessaire dans la région. Nous avons parlé de, de mettre sur pied un groupe de travail. En effet, nous avons une lourde tâche en matière de préparation et donc il nous faudrait un groupe de travail. Mais évidemment, sans financement alloué à la préparation, eh bien, heu, ce groupe de travail serait, vain. Donc si, du financement est alloué à la préparation, nous sommes intéressés aux étapes et aux phases que nous pourrions entamer et les ressources à travers la région. Nous sommes également intéressés à ce qui est fait à travers la région. Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il faut partager les bonnes pratiques. Il existe des organisations qui ont mis en œuvre l'approche de préparation et ce de manière avec réussite et donc ils pourraient partager, leurs bonnes pratiques. Nous sommes intéressés à, des mécanismes existants, qui pourraient déjà être, mis en œuvre afin d'agir rapidement. L'IOM, par exemple, parlait de leurs initiatives de préparation. Le Croissant Rouge et la Croix-Rouge ont également des initiatives de préparation ou des approches de préparation. Donc il faut, capitaliser et sur l'information existante, partager les informations. Et il nous faut également plus de soutien et plus de ressources. Au sein de cette région, nous avons également évoqué, la question des pays. Quels sont les pays qui sont inclus à ce niveau-là? Nous ne sommes pas toujours forcément d'accord là-dessus. En ce qui concerne l'accès maintenant, comme cela a été dit, il est essentiel d'avoir des informations en amont.
En effet, sans ces informations en amont, nous ne pouvons pas avoir accès et être nous ne pouvons pas être efficaces. Donc tout est lié, la préparation et l'accès, comme vous l'avez dit. Merci. Je vous rends la parole, Sue. Merci beaucoup. En effet, vous avez raison et je pense que cela souligne l'importance du soutien entre les organisations, le fait de briser les silos. Nous avons, tous les mêmes défis et nous avons tous la même tâche. Si nous travaillons ensemble, nous sommes plus forts et nous avons un argumentaire plus fort. En effet, nous sommes plus forts, en groupe. Je me tourne maintenant vers Francis. Hem, Lors de la réunion en Éthiopie, il a été souligné que la préparation logistique et le soutien gouvernemental sont, essentiels. Un autre niveau de collaboration encore donc. Pourriez-vous nous, expliquer pourquoi, ces 2 sujets-là étaient une priorité et nous parler du, fruit de vos discussions et des manières d'améliorer la collaboration? Merci Sue, merci. Vous avez parlé des silos et du fait de les briser. En Éthiopie, le cluster logistique est co-mené par la commission de réponse aux urgences, aux catastrophes d'Éthiopie. Et il existe également donc le cadre de l'ONU, le cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, hem, le programme à l'horizon 2030, les accords de Paris et il y a également donc les cadres continentaux, donc l'Union africaine. Le défi donc, c'est comment passer de ces cadres à l'opérationnalisation. Comment est-ce que l'on établit un budget? Comment est-ce que l'on se prépare? Comment mettre en œuvre des initiatives de résilience sur le long terme? Il faut trouver des manières intelligentes de le faire. Il faut que le gouvernement soit impliqué dès le départ. C'est essentiel. Nous travaillons avec le gouvernement en Éthiopie et nous avons travaillé avec eux lors de la catastrophe des coulées de boue et il nous semble que cette travail avec les gouvernements est essentiel. En tant qu'humanitaire, nous savons que si nous quittons la zone demain, si nous avons travaillé avec le gouvernement, eh bien, nous avons un système durable en place, un système résilient. La suggestion était la suivante. Nous développons des plans ensemble à travers des groupes de travail et nous impliquons les acteurs du gouvernement. Si nous voulons avoir des documents douaniers ou autres, eh bien, il faut travailler avec le ministère des Finances et ce, dès le départ. Il faut travailler avec la commission de gestion des catastrophes en Éthiopie. En effet, il faut que tous les partenaires soient inclus et sentent qu'ils ont leur rôle à jouer au sein de la discussion. Pour les partenaires qui se concentrent sur le renforcement de la résilience sur le moyen terme et le long terme, eh bien, ils ont également leur rôle à jouer. Il faut une résilience sur le long terme. Voici donc un résumé de nos discussions. Nous avions tous un plan, mais très peu de partenaires avaient le budget pour mettre en œuvre ce plan. Merci. Extraordinaire combien les conversations reviennent toujours à dire où on trouve le financement nécessaire. Et pour le travail avec les gouvernements et la viabilité, le renforcement des capacités. Bonnie, au Sud-Soudan, il y a eu des discussions sur le renforcement des capacités, ce qui a été accentué pendant la réunion. Vous pouvez nous parler un peu plus de ça, le renforcement de cette viabilité? Pourquoi le groupe a pensé que c'était important, surtout en matière de renforcement de capacité qui est nécessaire?
Pour nous, encore une fois, merci beaucoup. Au Sud-Soudan, comme nous l'avons vu dans différents pays, le renforcement des capacités est fondamental pour le renforcement des capacités locales dans beaucoup de pays, surtout au Soudan du Sud. Il faut renforcer la communauté du cluster logistique pour assurer la viabilité des opérations. Au regard du conflit et de la situation difficile au Sud-Soudan, marquée par les infrastructures limitées, des conflits continus ou récurrents, le haut niveau d'analphabétisation dans le pays, c'est-à-dire 70% de la population est analphabète. Ou si vous prenez la jeunesse, seulement la moitié de la jeunesse est éduquée et alphabétisée. Donc, il y a de grands besoins humanitaires. Et donc, les besoins en renforcement de capacité sont élevés et c'est très important pour faire en sorte que les moyens, les capacités locales soient développées pour être plus résilientes et puissent opérer mieux et plus indépendamment. Le renforcement des capacités aide aussi la localisation. Par exemple, les organisations et les communautés ou particuliers sud-soudanais peuvent mieux participer pour avoir des opérations logistiques dirigées localement. Et donc, c'est important d'avoir ce renforcement de capacité à ces fins. Pour ce qui est des stratégies au Sud-Soudan pour notre réunion en présentiel, on a convenu de créer un groupe de travail qui va développer un peu plus ses besoins en formation, les formations spécifiques dont on a besoin, déterminer des manières dont ces formations peuvent être dispensées aux différents membres de la communauté du cluster logistique et puis l'identification de capacités existantes au sein de la communauté du cluster logistique. Comme nous l'avons dit, on ne veut pas de doublons, on sait que les ressources sont limitées, donc on doit utiliser ce qu'on a pour vraiment trouver ce qu'il nous faut. Donc après notre réunion en présentiel dans le pays, surtout avec le groupe de travail, on a convenu qu'il vaudrait mieux faire un sondage ciblant toute la communauté logistique du cluster pour identifier précisément les besoins en formation et puis aussi identifier les capacités internes hein, des différents partenaires. Par exemple, si un partenaire s'occupe déjà de la formation sur les achats, eh bien, on peut optimiser cela et partir de là. Il y a eu des stratégies proposées pour optimiser la formation, les opportunités de formation en ligne et en présentiel fournies par le cluster logistique. Si on va voir le cluster logistique pour dire, voilà, les formations, comme les formations sur les entrepôts, les formations élémentaires sur le humanitaire, le logistique, toutes ces formations sont disponibles. Donc, comment optimiser, comment faire fructifier ces opportunités? Le Forum sur les ONG, des ONG a des programmes intensifs, mais comme il n'y avait pas assez de financement, ça n'existe plus, mais apparemment, ça va rouvrir pour développer davantage les capacités. Il y a déjà une centaine de stagiaires disponibles qui vont pouvoir aider. Le but, c'est de développer les capacités de nouveaux personnels qui vont se joindre à la communauté. Pony, comme on est un peu à court de temps, si vous ne m'en voulez pas trop, je vais devoir vous interrompre. C'est très important ce que vous avez dit sur la formation. Il ne faut pas réinventer la roue.
et il faut utiliser ce qu'on a pour voir ce qu'on peut faire pour renforcer les capacités. J'ai une question finale pour tous les membres du panel. Si on retirait un élément de chacune de vos sessions, de vos interventions, qu'est-ce que ça serait? Et Nathalie, quel serait le point que vous retenez? Pony, pardon. Le premier point, c'est travailler ensemble comme en tant que communauté, parce que si on est divisé, on n'aura pas de bons résultats. Mais si on travaille de manière unie, la communauté du cluster logistique peut véritablement faire fructifier les capacités qu'on a en tant que communauté pour affronter les défis qu'on doit relever. Merci, Pony. Francis, je vais rebondir sur ce qu'a dit Polly. J'étais impressionnée par l'un des partenaires sanitaires qui m'a vraiment éveillée et je me suis rendu compte à quel point je manquais d'informations là-dessus. Donc, ça montre comment il faut partager nos ressources, nos objectifs. Donc, la collaboration, sans aucun doute. Merci, Francis. Et vous, Nathalie, pour boucler la boucle, quel serait le point à retenir? J'adore. Moi, je réfléchissais à notre réunion, comme l'a dit Francis, quand on parlait des différentes difficultés qu'on rencontre, certains partenaires ont dit, moi, j'ai ça ici, je travaille sur ça là-bas, et on avait tout un groupe qui a parlé de la constitution de stock, et on parlait de différentes solutions, et en 2 heures, il y avait déjà des collègues qui avaient des solutions pour résoudre les problèmes d'autres partenaires. Donc, la valeur de travailler collectivement pour résoudre les difficultés. Merci beaucoup, ce qui nous amène à la fin de cette conversation. Merci aux membres du panel, Pony, Francis et Nathalie. C'est vraiment ces réunions, non, c'est le pouvoir de ces réunions, parce que travailler ensemble, c'est le plus important. Merci. L'interprète s'excuse, mais il y a plusieurs voix. Merci à Sue pour avoir modéré ce panel et merci aux membres du panel. Il y a eu beaucoup de sujets liés sur la formation et je dois me retenir parce que j'ai envie d'élaborer. Voici les photos prises par les réunions qui ont eu lieu à Addis. Voici le groupe d'Éthiopie, le groupe du Kenya. Je ne pense pas qu'on ait de photos du Sud-Soudan.